parole. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, je vais commencer par dire bonsoir à Ashlef. Bonsoir Ashlef. Et je suis honorée d'avoir été confiée à faire cette présentation pour vous. Donc, après que mes collègues aient abordé l'aspect de la pandémie actuelle liée à la souffrance des soignants et que ma collègue, le professeur Moufok, ait abordé une des pathologies liées à cette pandémie, qui sont les addictions, je vais aborder aussi le lien justement entre cette pandémie qui est d'actualité et le stress et la dépression. Alors, la question, c'est à quoi est-ce qu'on prend la population d'un pays entier qui est exposée à une pandémie qui est malheureusement meurtrière, de rester chez eux pendant des semaines, des mois. Et l'inquiétude, c'est quels vont être les effets sur le mental et le comportement social des individus. Et bien sûr, quelles sont les maladies qui vont finir par apparaître avec le temps. Il est évident que ce confinement est contraire à l'interactivité de l'être humain. Il constitue un stress, il vient bouleverser les us et coutumes. Je voudrais souligner d'emblée l'importance du soutien et du soin qu'on peut apporter justement aux individus qui vont finir par développer de la souffrance, voire même une véritable pathologie des phénomènes. Heureusement que la plupart des gens possèdent les ressources et les facultés pour s'adapter à ce type de situation. Ça veut dire qu'heureusement pour nous, tout le monde ne tombe pas malade. Ma collègue de Besançon a parlé de résilience, justement. Maintenant, la quarantaine, c'est une situation. Elle vient, en plus de la peur de mourir de la maladie, compliquer le stress en augmentant le taux de morbidité psychiatrique. Tous les problèmes de santé mentale vont décupler face à une pandémie comme celle-ci. Bien sûr, un aspect plus attendu est celui de la dépression. Mais avant d'aborder le contexte actuel, j'aimerais qu'on s'arrête sur quelques concepts. Alors, le stress, c'est quoi? Eh bien, Ancelier, qui est quelqu'un qui a beaucoup construit de théories sur le stress, définit le stress comme l'ensemble des moyens physiologiques non spécifiques mis en œuvre par un organisme pour se défendre contre une agression. Alors, le concept de stress est un concept biologique, ça veut dire qu'il n'y a pas de stress sans manifestation biologique. C'est un processus naturel qui est indispensable au fonctionnement et qui permet une adaptation aux changements que peut nous imposer l'environnement. Lorsqu'il devient chronique, il contribue de manière importante à l'apparition de différentes maladies, dont la dépression. Pour faire face aux agents de stress, l'organisme a tendance à développer des mécanismes réflexes qui vont venir modifier de manière importante biologique. Tous ces mécanismes qui, à court terme, vont permettre de réagir de manière adaptée, vont, s'ils perdurent, c'est-à-dire à long terme, contribuer à des dérèglements sévères. Et qu'est-ce que la dépression? Eh bien, la dépression, tout le monde le sait, c'est une pathologie de l'humeur où le maître symptôme est la tristesse, la douleur morale, un sentiment de vide, balancement psychomoteur. La gravité de la dépression, c'est le risque suicidaire. Il doit être la préoccupation majeure des soignants. C'est la pathologie la plus répandue selon le chiffre de l'OMS en 2017, 100 millions de cas par an. Les femmes sont plus à faire des états dépressifs que les hommes et elles constituent un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. D'où l'intérêt de s'en occuper
et de mettre en œuvre des stratégies de traitement et des stratégies préventives. Alors, les théories psychopathologiques s'accordent tout à dire qu'un lien important existe entre le stress et la dépression, dans son déclenchement ou dans sa persistance, si elle existe avant. Les facteurs de stress sont variables, on le sait. Ce qui fait une situation stressante une gêne chez l'individu, c'est que c'est une situation qu'on ne peut pas prévoir et qu'on ne peut pas contrôler. Donc, c'est là dans la difficulté à prévoir et à contrôler qui constitue le stress. On a tendance à mesurer le stress en fonction de la mesure de l'événement. Et en fait, cette mesure-là, ce n'est pas tant, c'est pas une caractéristique objective, puisqu'elle est plus en lien avec la signification que l'individu. Plus il y attribue une balance négative, plus effectivement on pourra parler de stress majeur. J'ai parlé de manifestations biologiques du stress. Effectivement, on sait que le système hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien est directement incriminé dans la jeunesse du stress et d'ailleurs celle de plusieurs affections psychiques et psychosomatiques, et que la dépression est une maladie du cerveau. Alors, en ce qui concerne le stress, ce qui va se passer au cerveau, et c'est sur ça qu'ensuite vont se baser les mesures thérapeutiques qu'on va pouvoir donc, quand il y a stress, il y a un emballement de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Qu'est-ce qui se passe? L'hypothalamus va produire du CRS qui va aller stimuler l'hypophyse. L'hypophyse va produire de la CTH en excès, va stimuler la zone corticale des surrénales qui, elles, vont se mettre à produire du cortisol en excès. Alors, en situation entre guillemets normale, il y a un feedback négatif, c'est-à-dire ce même cortisol qui est produit en cas de stress va aller inhiber, il va agir en rétrocontrôle, il va inhiber la sécrétion de la CTH et de la CRS qui sont censés stimuler sa production. Eh bien, chez les patients déprimés, c'est un des dysfonctionnements. Il y a un dysfonctionnement du rétrocontrôle négatif de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un cortisol en excès. Il n'y a pas de freinage. Et c'est ce cortisol qui va aller altérer les récepteurs sérotoninergiques. Et cette altération des récepteurs sérotoninergiques va faire qu'il va y avoir une baisse du taux de sérotonine circulante qui va causer la dépression. Juste pour savoir que la sérotonine n'est pas le seul neurotransmetteur incriminé dans les dépressifs, il y a aussi la dopamine et la noréphédrine qui aussi sont en carence dans les états dépressifs. Et c'est bien sûr, c'est sur ces manques-là que vont se baser les thérapeutiques. Plus récemment, on s'est intéressé aussi au glutamate, dont le glutamate est censé être une molécule neurotrophique. Et bien, quand il est en excès, et en fait, c'est dans une situation de stress qui va être libéré de façon excessive, quand il est en excès, dans les zones limbiques et porticales, il va entraîner une libération massive de calcium dans les cellules qui vont entraîner une mort cellulaire par apoptose. Et c'est là où on parle de neurotoxicité, contraire à la neurotrophicité qu'il est censé induire à sécrétion à production modérée. Docteur Voilà. Et c'est d'ailleurs. Oui. Docteur Tamer. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Oui. On a votre sang qui est perturbé. Le sang. Oui. Le sang, il est perturbé. Est-ce que vous m'entendez comme ça? On vous entend, mais le sang est de mauvaise qualité. J'enlève les écouteurs. Non. Allô? C'est les écouteurs. Allez-y. Oui. Allez-y, faites un essai. Vous m'entendez comme ça? Oui, allez-y. Je continue. Continuez, s'il vous plaît, oui.
D'accord. Donc, cette transmission du glutamate et cet intérêt qu'on a eu pour le glutamate a offert de nouveaux sites d'intervention thérapeutique dans la dépression, puisque maintenant, on parle de molécules neuroréparatrices, dont la kétamine, qui n'est pas encore disponible chez nous en Algérie. Un petit mot sur la clinique de l'état dépressif. Donc, on a devant nous les critères diagnostiques du DSM-5 qui sont relatifs à la dépression. Je vais dire la lecture. On sait que dans la dépression, il y a une pathologie de l'humeur, donc de la tristesse, un ralentissement psychomoteur beaucoup plus souvent que de l'agitation, et aussi des conditions négatives avec des idées de dévalorisation, de culpabilité, une forte asthénie, une diminution de la concentration. Voilà. C'était un petit peu un rappel sur la dépression neurobiologique. Maintenant, on revient au contexte actuel, c'est-à-dire l'épidémie au Covid-19. Donc, on peut la considérer comme un stress sévère, en sachant que Lazarus et Folkman définissent les stress sévères comme étant des événements impliquant une perte ou une menace importante, comme la perte d'un proche ou une catastrophe naturelle. Cette pandémie entraîne le stress sévère, la pandémie et le stress sévère qu'elle constitue entraîne une mobilisation biophysiologique qui se perturbe et qui a de plus en plus de répercussions. La mobilisation biophysiologique dont on vient de parler quand on a un petit peu décrit la neurobiologie du stress. Sauf que quand il perdure et quand il se perpétue, on ne parle plus de stress. On parle de stress chronique. Et c'est là qu'on rentre dans la pathologie. Le stress chronique est une désadaptation qui finit par conduire à une pathologie. Les stress chroniques sont le fait d'une accumulation, donc je vous l'ai dit, et d'une répétition des nuisances, d'accord, auxquelles le sujet ne peut plus échapper et qui finissent par épuiser ses capacités de résistance. C'est ce qui va empêcher justement un retour à l'équilibre. Et il va y avoir donc un déferlement de symptômes biologiques et psychologiques chez le sujet. Ces états de stress vont finir par se perpétuer et réaliser de véritables tableaux dépressifs. Alors, quels sont les facteurs de vulnérabilité au stress du Covid-19? On a dit alors que heureusement, ce ne sont pas tous les sujets exposés au Covid-19 et à son stress qui vont finir par décompenser avec une pathologie. Donc, il y a des facteurs de vulnérabilité qui sont des sujets qui vont être plus à même de développer. Donc, il y a un risque plus élevé de développer la maladie. Ça veut dire que quand on est, comme on l'entend souvent dans les médias, les sujets à risque, à savoir les personnes âgées, celles qui souffrent de comorbidités médicales ou psychiatriques, ceux qui ont déjà des antécédents de dépression. Donc, cette pandémie, ce stress ne va venir juste réactiver quelque chose, une fragilité qui était déjà existante. Les enfants et les adolescents sont vulnérables. Le personnel soignant et les travailleurs de première ligne, comme viennent de le ramener mes collègues précédemment, les sujets aussi qui consomment des toxiques et des changements majeurs dans l'emploi. Quand la pandémie et le confinement font qu'il y a une situation professionnelle qui empathie, soit une perte d'emploi, soit des heures de travail, ou tout simplement le télétravail qui, contrairement à ce qu'on l'imagine, souvent les gens sont contents de rester chez eux, ils se sentent protégés, ils travaillent dans le confort. Eh bien non, le télétravail peut être aussi un sentiment de vulnérabilité, un facteur de vulnérabilité, parce que ça peut amener les gens à penser qu'ils sont peut-être pas suffisamment efficaces. Il y a aussi un stress dû à la difficulté à partager, à faire la différence entre le temps pour soi et le temps de travail. Ça crée des difficultés qui vont constituer effectivement une vulnérabilité. L'isolement social aussi, et les sans-abri, c'est évident. Alors, qu'est-ce qui augmente le stress? Eh bien, plus la quarantaine dure, plus le stress est important. Les craintes de l'infection, la stigmatisation.
Il est vrai qu'on a tendance un petit peu à désigner les porteurs de cette maladie. Là, en ce moment, il y a beaucoup de travail qui est fait dans les médias, dans les réseaux sociaux pour dire que la Covid-19, c'est pas une honte, c'est pas une maladie honteuse, c'est pas une maladie de la saleté, c'est pas une maladie, voilà. Mais il reste quand même beaucoup de travail à faire autour de cette stigmatisation. Alors pendant longtemps, et ça a augmenté le stress parce que non seulement être face à un microbe qui risque qu'on risque d'attraper et qui donne la mort, c'est aussi que c'est peut-être un complot qui vient de tel endroit, de tel pays, de tel laboratoire, avec des thèmes un petit peu politiques inquiétants, ça ne fait qu'augmenter le stress aussi. Les statistiques, quand on entend il y a eu tant de morts à tel endroit, tant de cas, le manque d'informations, les informations contradictoires ou même l'excès d'informations. En effet, la gestion média, quand on a trop d'informations et il va y avoir ceci, et ça déclenche une panique et qui peut conduire même à des comportements suicidaires. La détresse socio-économique, quand le fait d'être confiné et l'avènement de cette pandémie a induit des difficultés par un arrêt de travail ou par des difficultés sociales ou par des restrictions salariales, ça augmente aussi le stress. Les mesures, alors on confine, on déconfine, on parle de reconfiner, on sait pas combien de temps. Le télétravail, dont j'en ai parlé tout à l'heure, l'ennui et l'absence d'activité, beaucoup chez les chômeurs, chez les retraités. La parentalité augmente le stress aussi, le fait d'avoir à demander sa famille, se demander si on va savoir s'en occuper, savoir les protéger, savoir leur donner suffisamment de temps. Le confinement dans les espaces réduits. Et bien sûr, actuellement, une grosse préoccupation qu'on entend beaucoup ici et là, c'est les conditions de deuil et l'impossibilité d'organiser des rituels d'enterrement d'un être cher qui a succombé au Covid-19. C'est-à-dire qu'on est souvent dans l'anticipation du décès et de comment gérer ensuite le décès, les funérailles et tout ce qui s'ensuit. Alors, qu'est-ce qui est attendu finalement en ce temps de pandémie? Eh bien, pour soulager les malaises causés par le stress, l'individu va adopter des compensations. Certains vont être positifs, il y en a qui vont se mettre à peindre, il y en a qui vont aller réactiver leur don artistique. Ça a eu aussi beaucoup d'effets positifs puisque ça a mis en place c'est venu réveiller des élans de solidarité, de soutien, ça a resserré les liens dans les familles. Mais il y a aussi des comportements de compensation qui peuvent être problématiques, comme l'accroissement de toutes les conduites addictives, les conséquences sur la manière de s'alimenter. Alors, les gens vont se mettre à s'alimenter en excès. Ensuite, il va y avoir prise de poids. Qui dit prise de poids dit problème cardiovasculaire. Et ce sont des effets en cascade qu'on va observer. L'anxiété qui va être liée à la peur de mourir, de perdre un proche, la peur, l'anxiété liée au confinement, l'hostilité, l'agressivité. On a beaucoup entendu parler dans les médias des violences conjugales, de maltraitance aux enfants, dont les taux commencent à se faire entendre, des manifestations hypochondriaques, l'obsession de la contamination, des conflits de couple, la stigmatisation sociale pour un individu, un membre de la famille qui aura été affecté. Certains comportements font peut-être oublier temporairement le stress, mais finalement, ils ne le règlent pas. Et la réapparition, finalement, on va finir par assister à l'apparition donc d'une nouvelle pathologie ou la réapparition avec exacerbation de manifestations psychiatriques. L'épidémie Covid-19 est directement associée à la dépression. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, comment on se déprime? Eh bien, ce sont des sujets qui vont finir par percevoir la vie comme tellement menaçante et tellement dangereuse, ce virus meurtrier. Elles vont commencer à perdre espoir d'arriver à maîtriser ces menaces, devenir léthargiques, avoir l'impression qu'elles ne parviendront jamais à changer quoi que ce soit. Elles finissent par cesser de lutter et sont convaincues qu'elles ne sont bonnes à rien. Après le confinement, que peut-il se passer? Il y a aussi, en fait, quand le confinement s'arrête,
s'arrête, le stress ne s'arrête pas. Il y a les deuils à faire des membres de la famille, des voisins. On est confronté un petit peu à ça, la responsabilité, la culpabilité chez certains d'avoir été malin ou de ne pas avoir su protéger. Toujours la stigmatisation, la prise de poids. Il arrive ensuite à la fin du confinement que cette prise de poids soit problématique et qu'elle constitue la non-éradication complète de la pandémie et le risque possible d'une réexposition qui est toujours là. La situation économique, si jamais il y a eu une perte de revenus ou un changement dans la situation professionnelle, et des difficultés à revenir au travail. Alors, ces difficultés à revenir au travail, on peut avoir les deux extrêmes. On peut avoir des gens qui vont développer des troubles anxieux et donc ils vont continuer à se confiner parce qu'on va avoir de véritables cette année et qui ne pourront plus sortir de chez eux, ou à l'extrême, un relâchement après le confinement avec des comportements de prise de risque accrus et d'échappement. Alors, quel est le rôle des soignants face à tout ça? Dans le contexte actuel, toujours les cliniciens il va falloir déjà qu'ils aient le souci de distinguer entre une démoralisation et un véritable état dépressif. Les personnes démoralisées ne nécessitent pas forcément de traitement médical ou d'une psychothérapie codifiée, mais vont avoir besoin d'accompagnement et de soutien. Alors, la première chose sur laquelle il faut insister, c'est qu'il s'agit d'une situation temporaire. Comment on peut aider ces sujets atteints de démoralisation ou de déprime? Eh bien, le soignant va devoir amener des attitudes apaisantes. Il peut avoir à offrir un espace pour l'expression des sentiments, des émotions ou des réactions, peut-être même virtuelles. Et actuellement, c'est un peu ce qui est utilisé. Dispenser des conseils de vie, alors on va conseiller de faire du sport, de surveiller un peu son alimentation, ses heures de sommeil, d'apprendre à prendre du temps pour s'aider, accepter de se faire aider et aller rechercher des rituels dans l'organisation de sa journée que d'aller chercher juste de quoi alimenter son stress. Encourager à la sociabilisation. On va aller interroger avec ces sujets les ressources et les compétences, c'est-à-dire ce qu'ils ont pu mettre en œuvre pour traverser déjà une période difficile antérieure et les amener à réutiliser ces mêmes ressources. Voilà. On va s'intéresser au contexte social et familial du patient, qui peut être délétère. Donc, on va essayer d'y apporter des on peut utiliser comme un support. Des conseils pratiques sur les techniques d'adaptation, de gestion du stress en présentation. Voilà. Alors, ça, c'était au sujet de la déprime. Mais malheureusement, pour certains, plusieurs mois, les malaises s'intensifient, s'aggravent, on ne peut plus gérer et on passe de la déprime au véritable état dépressif. On va s'arrêter un petit moment pour dire que c'est encore plus compliqué pour les sujets qui sont déjà porteurs d'une maladie psychiatrique, d'une maladie mentale chronique comme des troubles psychotiques ou des troubles délirants, parce qu'ils vont être soumis à un double risque, celui de voir leur pathologie décompensée, mais aussi celui des symptômes dépressifs, comme tout le monde, liés comme comorbidité. Donc, à ce moment-là, il va falloir mettre en place un traitement adapté en fonction de la forme de dépression. Il est essentiel de veiller à faciliter l'accès des patients à leur traitement, puisqu'il y a cette histoire de confinement, les difficultés au niveau des transports. Il faut essayer de négocier un petit peu de manière à ce que les patients réussissent à avoir leurs ordonnances pour les médicaments. Il est plus intéressant qu'on reste et qu'on respecte une sectorisation, que les patients soient pris en charge par leur secteur de psychiatrie, parce que justement, ça diminue un peu les difficultés inhérentes à l'éloignement. Le recours à la téléconsultation et aux télésoins lorsque la prise en charge du patient à distance est possible.
Voilà. Alors, pour la dépression, juste un mot, il ne faut pas hésiter quand elle est là, quand le diagnostic est évoqué, il ne faut pas hésiter à prescrire des antidépresseurs. En première intention, on va préférer les IRSS, ils sont de manipulation aisée. En monothérapie, une dose unique peut être efficace. Il n'y a pas de réelle contre-indication, pas d'effet addictogène, peu d'effets secondaires et ils peuvent même être prescrits lorsque la situation l'exige. Je ne vais pas m'étaler parce que ça a été abordé par ma collègue sur la prescription d'anxiolytiques qui obéissent à des règles de prescription. Il faut prescrire avec prudence. Alors, la gestion du stress, donc un mot sur la gestion du stress. Donc, c'est une approche psychoéducative dont l'objectif est d'aider la personne à percevoir, à expérimenter de façon plus adaptative les sollicitations extérieures, c'est-à-dire les situations stressantes, d'accord? Donc, elles ont pour but d'essayer de réduire, de minimiser les réponses physiologiques, comportementales, émotives et cognitives liées au stress. Il y a plusieurs techniques qui sont dictées par les théories cognitivo-comportementales. Et en fait, ce sont des méthodes, et c'est là où on revient à cette histoire de biologie, qui vont justement permettre de diminuer la quantité de cortisol chez le sujet et d'augmenter des hormones comme par exemple l'hormone de jouvence, qui est l'hormone anti-vieillissement, qui peut venir contrecarrer les effets du cortisol en cas de stress. Et ces techniques, c'est par exemple la respiration abdominale. Donc, ce sont des techniques qui aident bien, c'est que des stratégies qu'on peut même pratiquer en télévisuel dans le contexte actuel, comme par exemple la respiration, on va passer au sujet, à se réoxygéner, d'accord? Des techniques de visualisation aussi. On apprend au sujet, c'est une façon un peu de déjouer la réponse au stress et on va lui apprendre un petit peu, on va demander au cerveau de se concentrer sur, ce sont des exercices, de se concentrer sur des images plutôt positives, plutôt agréables et ça permet un petit peu de s'éloigner ou de déjouer ce qui se joue sur le biofeedback de VFC, c'est-à-dire la cohérence cardiaque. C'est aussi un exercice qui est très intéressant dans le stress et dans la dépression, qui peut se faire aussi en télévisuel, je l'ai déjà dit, et où on apprend aussi à respirer de manière à ce qu'il y ait une maîtrise du rythme cardiaque et cette va devenir cohérent. C'est ça qu'on parle de cohérence cardiaque. Et plus le rythme cardiaque est cohérent, moins il y a de cortisol, plus il y a d'hormones de jouvence. Voilà. Pour conclure, donc, cette pandémie de Covid-19 est une réalité particulière et inhabituelle qui ne cesse de semer la peur au sein de la population. Cette décision de confinement est difficile à vivre. On n'a pas beaucoup de recul sur comment gérer. L'état de stress au corona n'est pas une maladie en soi, c'est un état qui peut menacer la santé physique et mentale. Et c'est là où on va parler plus de mesures préventives. À la peur de mourir et ou de perdre un proche vont venir s'ajouter des facteurs de stress, comme on vient de le rappeler. Les capacités de l'individu sont donc mises à rude épreuve. De nombreuses actions de stress et d'anxiété peuvent observer. Certains nécessiteront une prise en charge appropriée qu'il faudra dispenser. Dans une optique de prévention, peut-être réfléchir à des plateformes de soutien psychologique. Ça a déjà un petit peu commencé. Je ne parlerai pas de balbutiement, mais je dirais que certains secteurs psychiatriques un peu partout ont commencé à mettre en place des solutions qui nous permettront d'écouter, d'expliquer, de soulager et, le cas échéant, d'orienter une prise en charge spécifique. Et je vous remercie.